que vous soyez ici, et à mon avis, vous avez fait le bon choix avec nous à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, ou à distance, par la magie des technologies plus que développées depuis nos sanitaires et l'envol de la vidéoconférence. Vous êtes au moins aussi nombreux à nous suivre en ligne ce soir. Bienvenue à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, et au nom de toute l'équipe, on est heureux de vous accueillir pour ce nouvel apéro de Nouvelle-Aquitaine. Vous verrez tout à l'heure, on donne réalité à ce nom apéro de Nouvelle-Aquitaine, dans lequel on a charté tous nos événements. Mais vous verrez, pour ceux qui ont fait donc le choix d'être ici, que c'est une réalité à travers le cocktail qu'on aura la chance de partager après cette table ronde. La Maison de la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi en 2 mots? Alors, on fait plein de choses. Je décide juste de mettre l'accent sur deux choses. C'est d'abord le pied-à-terre à Paris des acteurs, des amis, des amoureux de la Nouvelle-Aquitaine, des entreprises notamment, avec ici une activité, petite page promo, une activité centre d'affaires, des espaces de réunion comme celle-ci ou d'événements, une dizaine de salles en fait sur le bâtiment. À travers lesquels nous accueillons tout projet, réunion, rendez-vous, showroom, conférences de presse, etc. Et puis, peut-être la deuxième chose à mettre en avant, notre rôle, c'est aussi la promotion, le rayonnement de cette région, de ces territoires, de ces acteurs, à travers l'ensemble de leurs talents, produits, production, innovation, etc. Et pour faire ce travail-là, et on est aussi sur des questions de plus en plus d'attractivité aussi, dans le recrutement, dans les filières de la région, enfin, sur des missions très larges. Pour faire ce travail de promotion, de rayonnement de la région, on a besoin des ambassadeurs de la région. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas meilleur ambassadeur de la région que les alumni des écoles, des formations, des universités de la Nouvelle-Aquitaine, parce que, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on a parfois des gens qui sont diplômés depuis très très longtemps, mais qui appartiennent au réseau d'alumni de ces écoles ou de ces universités. On a vécu sur le territoire néo-aquitain le temps de ces études, on l'a forcément apprécié, et puis on est devenu parisien ou ailleurs en France pour des raisons d'évolution professionnelle. Et notre travail à nous, enfin ce qu'on se dit, c'est que c'est sympa si on arrive à tisser, à entretenir le lien entre ces anciens étudiants dans la région et le territoire dont on continue à leur faire partager les innovations, les terrains de singularité, d'expertise sur des thématiques qui sont par ailleurs des thématiques chères au territoire régional. Donc on a un cycle comme ça d'apéro avec les associations d'alumni, avec ce soir l'association de Sciences Po Bordeaux Alumni, et je salue Raymond qui vient d'arriver et qui représente l'association en l'absence d'Enzo, je crois, ce soir. Et puis vous dire encore que ce cycle de table ronde est permis grâce à l'accompagnement, le parrainage de 2 entreprises que sont EDF et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui nous soutiennent pour l'organisation de ces événements. Merci à eux. Et puis, je crois que je n'ai pas besoin d'être plus long. Je laisserai Camille Dorival tout à l'heure. Merci à elle, merci aux intervenants d'être ce soir là aussi présents avec nous, mais aussi vous allez le voir à distance. Vous présenter le contenu et la richesse du débat qu'on peut avoir ce soir et le plus participatif possible. Je vous le dis déjà, n'hésitez pas à jouer le jeu des questions-réponses, là encore ici ou en ligne. Voilà, j'espère ne rien oublier. Je vous remercie et puis vraiment, je vous invite à ce que cette soirée soit aussi une soirée de partage et à partager tout à l'heure la poursuite des débats autour du verre d'amitié. Je laisse peut-être Nelly, qui est Nelly Couder, directrice de la communication de Sciences Po Bordeaux et en charge du programme alumni et du soutien à l'association, vous dire également un mot. Écoutez, je vous remercie tout particulièrement d'être ici ou en ligne ce soir pour cette conférence et ce débat autour de l'économie sociale et solidaire. Une pensée particulière pour tous les alumni qui sont présents, bien évidemment, ce soir. Alors, Sciences Po Bordeaux, un petit mot sur l'ESS et Sciences Po Bordeaux. Sciences Po Bordeaux a été pionnier en matière de formation dans l'ESS, puisque ça fait plus de 10 ans que nous avons un master et ESS, ESIS, Économie sociale et solidaire et innovation sociale, dont le directeur est présent aujourd'hui, il s'agit de Timothée Duverger.
Alors, on forme nos étudiants, mais aussi on forme en formation continue, en executive master qui nous permet, voilà, exactement, pour les personnes qui sont déjà entrées dans la vie active, de raccrocher avec l'ESS. Et donc, j'invite alumni, plus anciens, ou non alumni, à venir potentiellement regarder nos formations, tout ce que nous pouvons proposer sur l'ESS. Et l'ESS, c'est aussi une chaire, je pense que Timothée la présentera mieux que moi encore, puisqu'il la dirige. Une chaire autour de l'économie sociale et solidaire avec des mécènes qui sont très importants pour nous, qui nous permettent d'innover encore en matière de formation et d'être toujours à la pointe pour que nos étudiants voilà, aient les meilleurs cursus possibles, la meilleure insertion professionnelle possible. Merci aux intervenants d'être présents aujourd'hui et merci à Camille de venir aussi. Et on vous laisse au questions. Ça marche. Bonsoir à tous. En 2 mots, je vais me présenter. Donc, je suis Camille Dorival, je suis consultante et autrice spécialisée sur l'économie sociale et solidaire et sur la transition écologique. Après avoir travaillé pendant longtemps comme journaliste à l'Alternative économique. Et donc, ce soir, on va parler de 2 sigles un peu obscurs, a priori, mais on va essayer de vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, on va parler d'ODD, des objectifs du développement durable, et on va parler d'économie sociale et solidaire, l'ESS. Alors, d'abord, les objectifs du développement durable, ce sont des objectifs qui ont été définis par l'Organisation des Nations Unies en 2015. Cette année-là, il y a 193 pays membres de l'ONU qui se sont mis d'accord, dont la France, qui sont mis d'accord pour mettre en œuvre ces 17 objectifs du développement durable d'ici à 2030 pour favoriser un développement plus durable de la planète. Ces ODD, ils concernent 3 grands piliers. D'abord, l'éradication de la pauvreté sur Terre. On en est encore loin. Ensuite, la lutte contre les inégalités et les injustices. Et puis, 3e pilier, résoudre le problème du changement climatique. Et donc, chacun d'entre nous, les États, mais aussi les administrations, les entreprises, les associations, les particuliers, sont invités à s'approprier ces 17 objectifs de développement durable et à y contribuer d'une manière ou d'une autre. Alors, ces ODD, ils font suite à d'autres objectifs dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui, eux, avaient été définis en 2000 par l'ONU, de la même manière, mais qui étaient beaucoup moins ambitieux. Donc, on va un petit peu plus loin avec ces 17 ODD. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, j'imagine que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit, mais je le dis quand même au cas où il y en aurait qui ne connaîtraient pas du tout ce terme. C'est un mouvement de structures qui ont en commun des règles de gouvernance démocratique, de non-lucrativité et d'utilité sociale. Donc, ça rassemble plusieurs familles, mais notamment la famille des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, et puis une famille d'entreprises commerciales de l'ESS qui respectent aussi tous ces critères de gouvernance démocratique et de lucrativité limitée. Et donc, ces entreprises de l'ESS, elles ont été repérées et invitées à porter en particulier ces ODD. Alors, pour en discuter, on va avoir 3 intervenants ce soir. On en a 2 qui sont ici, puis il y en a un autre qui est en ligne, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui physiquement. Mais avant de vous les présenter, je vais laisser le soin, pour introduire ce débat, à Maude Caruel, qui est la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la gestion et prévention des déchets, de nous donner en vidéo, puisque elle non plus n'a pas pu être présente ce soir, de nous donner en vidéo sa vision de comment l'ESS peut contribuer aux objectifs du développement durable, en particulier sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.
Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse par avance de ne pas être avec vous ce soir, mais je suis retenue sur Bordeaux où nous accueillons le GCEF, le comité directeur du GCEF, le réseau international de l'ESS, dont nous sommes coprésidents aux côtés de la mairie de Bordeaux, la métropole et le département de la Gironde. Ce que je voulais dire en propos introductif par rapport à la thématique que vous allez aborder ce soir, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine est investie depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nos différentes politiques publiques sont conditionnées par notre feuille de route Néoterra, feuille de route qui a été élaborée par quelques 300 scientifiques et qui décline 11 ambitions. Les structures de l'ESS que nous soutenons n'en font pas exception. L'avantage est qu'elles sont engagées depuis également de nombreuses années en la matière. Elles sont investies sur ces enjeux de développement durable et s'en emparent pour véritablement développer les territoires, apporter de nouvelles dynamiques, de nouveaux liens entre les différents acteurs investis sur les territoires, des nouvelles façons d'entreprendre. Donc, c'est tout ce qui fait la force et la richesse de ces structures de l'ESS et de leur investissement dans la déclinaison des objectifs de développement durable. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons soutenu la création, le développement de plus de 300 tiers-lieux qui sont des vrais bouillonnements d'acteurs sur les territoires pour imaginer des façons d'entreprendre différentes, des façons de créer entre les acteurs des interactions nouvelles. On voit également en matière d'économie circulaire des structures investies depuis là de très très nombreuses années et qui vont de plus en plus dans cette dynamique, par exemple les ressourceries, les recycleries qui émergent sur des très petites communes, des territoires complètement isolés et qui viennent apporter autre chose et une nouvelle façon de consommer sur les territoires. On voit également, et on a soutenu largement la dynamique en matière de déconstruction des bâtiments pour réemployer ces matériaux. Donc là, il y a vraiment un bel engagement qui se fait sur notre région Nouvelle-Aquitaine. On voit également émerger tout ce qui est collecte et traitement du biodéchet, puisque la législation fait qu'au 1er janvier 2024, on aura tous à dissocier nos biodéchets de nos poubelles noires. Ces biodéchets sont utilisés pour venir réamender le sol ou alors venir alimenter des méthaniseurs qui viennent apporter de l'énergie nouvelle sur les territoires. Donc il y a vraiment des vraies dynamiques et des vrais investissements de toutes ces structures pour aller vers toujours plus de développement durable. Et c'est ce que nous, la région Nouvelle-Aquitaine, nous soutenons et nous mettons en avant. Là, on retravaille notre feuille de route Néoterra, deuxième version, où il y a une vraie volonté de démultiplier ces actions en matière de développement durable, de mettre au cœur de toutes les actions l'humain. Également, le schéma régional de développement économique est aussi dans cette dynamique. Il a été adopté en juin 2022 de cette année. Et également, l'humain, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire est au cœur de notre schéma régional de développement économique et notre vraie volonté. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, voilà, sur la région Nouvelle-Aquitaine et son engagement vers toujours plus de développement durable. Il y a, on le voit bien, les faits sont là, nécessité à aller dans ce sens. Donc, je vous souhaite un très bon débat et à très bientôt. Et j'espère que ceux que je ne connais pas, j'aurai l'occasion de les rencontrer sur une autre rencontre, une autre table ronde. Merci à vous et bonne soirée. Merci.
Au revoir. Donc, merci à Maud Caruel. Alors, je vous disais, ce soir, on a 3 intervenants pour parler de sujet. Je vous présente d'abord à ma gauche Timothée Duverger, qui est historien, spécialisé sur l'économie sociale et solidaire, responsable du master ESS de Sciences Po Bordeaux et de la chaire TRESS, Territoire de l'ESS, également à Sciences Po Bordeaux. Albin Serris, qui est à mes côtés, délégué général du réseau Agiles. C'est un réseau qui fédère les garages et les loueurs solidaires, structure de l'ESS qui contribue à mettre en œuvre les objectifs du développement durable, comme vous le verrez tout à l'heure. Et puis, à distance, Franck Fortuné, qui est directeur général de SoCoopération en Nouvelle-Aquitaine, qui est un réseau régional dédié à la coopération internationale et qui accompagne les structures de l'ESS, en particulier des associations de coopération internationale, sur les objectifs du développement durable. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Franck Fortuné en espérant que ça fonctionne. Non, il vient de se déconnecter. Il vient de disparaître, on n'a pas de chance. Comme il est censé introduire le sujet des objectifs du développement durable, est-ce qu'on peut espérer qu'il apparaisse ou pas? Ça peut faire de l'intro. Bah, sinon, Timothée, je vais te passer la parole. Tant pis, ça tombe sur toi. Donc, Timothée, je disais que tu as dirigé la chaire TRESS de Sciences Po Bordeaux. Je pense que j'ai le droit de dire aussi que tu es conseiller du maire de Bordeaux, Pierre Leroux, sur les questions d'économie sociale et solidaire. Et Bordeaux, Maud Caruel y a fait allusion tout à l'heure, mais cette ville est désormais reconnue comme la capitale mondiale de l'ESS, si vous ne le saviez pas, puisqu'elle accueille le G7, le Forum mondial de l'ESS, qui est une association internationale qui réunit des gouvernements locaux et des réseaux de la société civile engagés dans la promotion de l'ESS. Et donc, à ce titre, Timothée, tu as particulièrement suivi les discussions qui se sont déroulées dans les instances internationales, aussi bien à l'ONU qu'à l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, sur la manière dont l'ESS pouvait contribuer à porter davantage les objectifs du développement durable. Il y a eu plusieurs réunions dans ce sens-là ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a une superbe page promotionnelle dans le dernier magazine d'Alternatives économiques qui rappelle donc que Bordeaux est la capitale mondiale de l'ESS. Tout le monde en est jaloux, hein, j'ai reçu plein de messages. Voilà, donc j'aurais dit de faire pareil. Donc voilà, ouais, non, effectivement, donc on accueille, et c'est effectivement la raison pour laquelle aussi s'excuse Maud Caruel, qui n'était pas forcément prévu qu'il y ait une soirée autour du G7, mais du coup ça s'est plugué, et effectivement c'est ce qui fait qu'elle a été obligée de rester à regret, mais pas totalement, parce qu'elle est quand même contente d'être là-bas, mais en tout cas de rester là-bas autour du G7, que On a récupéré M. Fortuné. Tu donnes la parole après. Puisqu'effectivement, le G7, en fait, donc c'est un réseau, pour situer un peu les choses, donc c'est un réseau donc, qui effectivement regroupe des collectivités, donc on parle à l'échelle internationale de gouvernements locaux, mais en fait ça correspond pour nous à des collectivités locales, et des réseaux de promotion de l'économie sociale et solidaire. Hein, typiquement, du coup, le G7, il est présidé d'ailleurs par une ville et par un acteur de l'ESS, un réseau, donc dans notre cas, ça a été créé par Séoul à l'origine, c'est arrivé donc à Bordeaux, donc c'est la ville de Bordeaux qui le préside, mais qui travaille ça en lien avec la métropole, le département et la région, puisqu'en fait, c'est le seul cas en France en fait, où il existe une convention sur l'ESS avec ces 4 niveaux de collectivité, ville, métropole, département, région. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail collectif, et par ailleurs, c'est la seule convention qui existe localement entre ces 4 collectivités, elle est sur l'ESS. Donc ça vous en dit long sur le niveau de priorité qui est affiché concernant l'ESS au niveau local, et c'est ce qui a permis effectivement le transfert du G7 de Séoul à Bordeaux, parce qu'en fait Séoul avait un maire qui portait très fortement l'ESS, il se trouve qu'il y a eu une alternance politique, donc ce sont des choses qui arrivent, et donc le réseau, mais preuve de sa force, a su atterrir effectivement dans une autre ville,
tout en gardant toute sa consistance. Hein, il n'y a pas eu de perte en ligne là-dessus. Donc voilà, c'est important parce que c'est arrivé à Bordeaux avec ces 4 collectivités et avec un acteur de la société civile qui porte l'ESS, à savoir ESS France, représenté. Donc l'ESS France, c'est la structure qui rassemble tous les réseaux de l'économie sociale et solidaire en France et qui est représentée du coup localement par la chambre régionale de l'ESS. Donc c'est l'équivalent des CCI, sauf que c'est pas une consulaire, hein, voilà. Mais pour situer, c'est d'une certaine façon un peu l'équivalent. Et donc c'est coprésidé en fait par un acteur de la société civile et la mairie. Voilà. Donc ça c'est pour planter un tout petit peu plus le décor, et c'est pour ça qu'effectivement Bordeaux s'enorgueillit en tout cas d'avoir une voix maintenant à l'international sur les transitions. Effectivement, Séoul depuis 10 ans avait constitué un très important réseau, hein, donc à cette échelle, et Bordeaux en est d'une certaine façon l'héritière, et maintenant il s'agit de faire fructifier évidemment l'héritage. Et on est dans un moment de bascule hein, tout à fait significatif, puisque depuis la crise du Covid, en fait, il y a une accélération de la mise à l'agenda de l'ESS à l'international, dans les arènes internationales. Il y avait déjà des travaux, hein, ça existait déjà, c'était déjà présent, c'était déjà travaillé, mais si vous voulez, c'était plutôt un sujet considéré comme secondaire. Hein, voilà. Depuis 2 ans, depuis la crise du Covid, c'est devenu un sujet important. Ce qui veut dire que concrètement, vous avez eu là un moment de bascule assez important là en l'espace d'1 an, où en décembre dernier, l'Europe a annoncé un plan d'action pour l'économie sociale. Il y avait déjà des choses qui se faisaient, mais jamais un plan d'action global, on va dire, véritablement sur l'économie sociale. Donc la Commission européenne l'a annoncé, hein, et maintenant c'est approprié, donc c'est passé devant le Conseil économique et social européen, c'est passé devant le Parlement européen, et maintenant ça doit arriver jusqu'au gouvernement qui doit, les États finalement réunis, qui doivent émettre une recommandation pour soutenir et donner les moyens de fonctionner à ce plan. Voilà, donc ça devrait intervenir sous présidence espagnole au premier semestre 2023. Donc il y a déjà au niveau européen une volonté très forte hein, qui est positionnée sur l'économie sociale, on va voir jusqu'où ça va. Il y a effectivement eu un temps très important, une conférence internationale dédiée à l'économie du travail, dédiée à l'économie sociale et solidaire. Donc ça, si vous voulez, tous les ans, l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, a une grande conférence sur un thème, et là elle l'a mis sur le lien entre l'économie sociale et solidaire et le travail décent, puisque évidemment c'est son sujet fondamental, hein, la question du travail décent. Donc comment l'économie sociale et solidaire peut venir contribuer à la protection sociale, au droit du travail, à la formalisation de l'économie informelle pour tous les pays qui sont concernés, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud. Voilà, donc il y a... Sachant que, pour préciser, donc, oui. Le travail décent, c'est l'objectif du développement durable numéro 8. C'est le 8, voilà. Donc ça, c'est un des objectifs de développement durable. Donc effectivement, je pourrais y revenir après sur les autres idées, mais voilà, je pourrais dire un mot. Et effectivement, c'est un des objectifs de développement durable, donc qui a déjà été travaillé finalement par la Conférence internationale du travail. On va voir qu'il va y avoir des suites. Il y a effectivement ensuite eu, au même moment, donc en juin aussi, hein, et ça c'était en juin, et en juin également, vous avez eu une recommandation, c'est le plus haut niveau, si vous voulez, législatif, de l'OCDE, hein, donc c'est l'organisation, si vous voulez, des pays occidentaux, enfin des pays riches, hein, c'est comme ça pour aller vite, et qui effectivement accompagne la diffusion des politiques publiques et qui vient d'adopter une recommandation à l'économie sociale et solidaire. Voilà. En juin également. Donc vous voyez, on est dans un moment très important. Et pour vous dire, ça va jusqu'au plus haut niveau, puisqu'effectivement, il y a actuellement un projet de résolution qui est porté par le gouvernement espagnol et le gouvernement français à l'échelle internationale, donc au niveau de l'ONU, dans les instances de l'ONU, un projet de résolution qui vise à travailler la contribution de l'économie sociale et solidaire aux objectifs de développement durable. Donc cette résolution, normalement, devrait... Alors bon, là, c'est en cours de travail, donc ça a été... Il y a eu un premier travail fait par les agences de l'ONU, hein, il y en a 18 qui sont réunies autour de ce sujet, dont l'OIT, hein, qui est aussi à la manœuvre, c'est pas le seul, mais qui ont travaillé ce sujet, proposer une définition de l'ESS et diffuser l'ESS dans l'ensemble des politiques publiques des différents gouvernements mondiaux. Voilà. Donc c'est vraiment ça, des gouvernements à l'échelle vraiment nationale, mais aussi aux échelles locales. Hein. C'est pour ça que G7 a un rôle important, ayant les gouvernements locaux pour diffuser véritablement l'ESS sur les gouvernements locaux, puisque l'ESS se trouve particulièrement en prise avec les territoires. Voilà. Donc il y a ce moment tout à fait important, hein, et donc un projet de résolution qui vise à, je disais, accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc pas seulement l'objectif 8 sur le travail, mais l'ensemble des objectifs de développement durable. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, dans ce que tu disais, la transformation des OMD en objectifs de développement durable en 2015, cette transformation-là, c'est en fait une double transformation. D'une part, ce n'est plus concentré que sur la lutte contre la pauvreté. Il y a notamment tous les enjeux écologiques, transformation des modèles économiques, etc., qui sont mis en avant. Et ça ne concerne plus seulement les pays du Sud, mais aussi l'ensemble de la planète. L'ensemble des gouvernements travaillent à ces questions-là. Donc il y a là
un changement majeur dans ce passage des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, aux objectifs de développement durable, à la fois dans le périmètre, on va dire, concerné, et à la fois dans les sujets traités. Et donc, l'objectif, c'est de se servir de l'ESS comme un levier, finalement, pour l'accomplissement de ces ODD, qui ont pris, évidemment, du retard. Je pense que ça, il n'y a pas besoin de le savoir pour le comprendre. Donc, voilà, ça, c'est évident. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'ESS. Moi, ma conviction par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a et on en parlait ce matin, j'ai fait un colloque ce matin sur les entreprises sociales dans une perspective internationale. Et effectivement, il y a un changement de paradigme en réalité qui s'opère, un changement de référentiel des politiques publiques, pourrait-on dire, où effectivement, on a été guidé, on va dire, pendant 20 à 30 ans par un référentiel néolibéral de politique publique, c'est-à-dire l'idée, c'était pour aller vite, d'accroître la place du marché, la place de la concurrence, la rationalisation, la gestion par la rationalisation, la gestion par la performance. C'est ce qui donne notamment ce qu'on a appelé le New Public Management. Donc cette idée que bien, les pouvoirs publics doivent externaliser finalement des services et les soumettre à des marchés ou des quasi-marchés pour que des acteurs privés effectivement mettent en œuvre les solutions, qu'il y ait des mesures d'impact derrière de ces solutions, etc. Donc on passe de ce registre-là, si vous voulez, qui visait au fond à marchandiser un petit peu le monde. Là, clairement, ce logiciel-là, évidemment, n'est pas terminé, mais il est quand même critiqué très fortement, y compris donc à ces niveaux-là. On le voit quand le secrétaire général des Nations Unies appelle à taxer les super profits de Total, par exemple. On a le débat en France, mais voilà. Donc c'est pas tout à fait neutre, ça. Il y a vraiment un changement de référentiel qui s'opère vers un référentiel du développement durable. Évidemment, il y a des tensions. Ça se fait pas. Il n'y a pas une bascule nette de l'un à l'autre. Bien sûr, il y a des tensions, des conflits. Tout ça s'hybride d'ailleurs également. Mais n'empêche qu'il y a cette bascule qui s'opère face à, évidemment, l'urgence notamment climatique, et puis l'urgence sociale, évidemment, liée à la crise du Covid, et puis exacerbée. Il y avait un spécialiste des questions énergétiques là, qui disait dans Le Monde que Vladimir Poutine avait fait exploser l'ère des énergies fossiles. Avec la guerre en Ukraine, c'est quand même ça aussi qui est en train de se passer, avec une reconfiguration, là aussi, à la fois de la mondialisation, une transition énergétique très forte, donc je disais par rapport à la mondialisation, une régionalisation maintenant de plus en plus de la mondialisation. On est en train de perdre ces approches-là, et donc un essor des modèles alternatifs, un essor de la place des territoires, et donc forcément l'économie sociale et solidaire qui trouve une place majeure là-dedans. Et c'est pour ça que c'est mis à l'agenda au niveau international. Ce que je trouve peut-être intéressant, pas être trop long sur ces aspects-là, c'est qu'effectivement, il y a une mise en mouvement. Quand une ville comme Bordeaux, avec les collectivités locales, s'empare de ce sujet, l'objectif, c'est pas juste de se faire plaisir, en fait. Et puis, évidemment, c'est des moyens financiers, du temps, de l'investissement. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire mouvement. Parce qu'on est bien conscient que le tournant local qui s'opère suite au Covid, maintenant à la crise, à la guerre et à la crise énergétique, ce tournant local-là, évidemment, pour fonctionner, il faut qu'il y ait bien de localité. Il faut arriver à faire mouvement. Et c'est là tout l'intérêt, effectivement, pour ces acteurs-là, de se saisir de ce type d'outils pour arriver à diffuser les nouveaux modèles qui, au fond, s'expérimentent sur les territoires et qui rencontrent d'ailleurs les aspirations de la nouvelle génération. Par hasard, si on le fait aujourd'hui, cette conférence sur le thème de l'ESS, avec plusieurs alumni, Alvin, qui sont présents ce soir, c'est qu'il y a effectivement une appétence de plus en plus forte des jeunes générations là-dessus. Je donne un exemple. On parlait de Sciences Po, voilà, dans ce cadre-là aussi. On a créé, avec la volonté du directeur de Sciences Po Bordeaux, un nouveau cours dédié aux politiques publiques d'économie sociale et solidaire dans une perspective internationale. On l'a mis en 3e année. Vous voyez, donc on intègre dans le droit commun, finalement, c'est-à-dire voilà, dans le tronc commun des cours, on intègre maintenant l'économie sociale et solidaire. Il faut dire quand même le portage politique aussi dans l'IEP, qui est OPS. C'est pas juste un master qui offre quelques débouchés, que nous demeurons maintenant d'ailleurs attire de plus en plus. Mais au-delà de ça, c'est un cours donc, qui est créé en 3e année, fait intéressant, et j'en conclurai par là. On a une offre, en fait, c'est un cours à choix. Donc, on a 15 cours qui sont soumis aux étudiants et ils doivent en choisir 3. Là, c'est un peu le marché, quoi. Donc, ils ont 3 séances de tests, si vous voulez. Donc, s'ils ne vous aiment pas, ils ne reviennent pas. Voilà. Donc, c'est comment on arrive à. Donc, là, il faut exercer son pouvoir de séduction, d'influence ou acheter les étudiants, au choix. Mais en tout cas, il faut qu'ils reviennent. Mais plus sérieusement, donc, ils doivent choisir et c'est limité à 100. Dans le cas du cours sur les politiques publiques de l'ESS, on a atteint les 100, et même au-delà d'ailleurs, à tel point qu'effectivement, on a eu des revendications devant le bureau de la scolarité pour demander à déplafonner. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une volonté aussi très forte de la jeunesse de ce pays, qui ne concerne pas que les grandes écoles. Les enquêtes également le montrent, les différents sondages le montrent, ça déborde largement la question des diplômés. Ça concerne vraiment, c'est un mouvement générationnel qui rencontre ces aspirations-là. Donc là, on voit bien que ce qui se joue, c'est ce passage finalement d'un ancien monde à un nouveau monde pour finalement
essayer de citer un président de la République, avec cette idée que eh bien, l'économie sociale et solidaire peut devenir peut-être l'économie de demain, en tout cas une de ses formes les plus avancées. Et je crois qu'il y a plus de 100 masters ESS maintenant à travers toute la France portés par des IEP ou par des IEP. Centaines de formations. Ça illustre bien cette appétence de la jeunesse pour l'ESS. Est-ce qu'on a retrouvé Franck Fortuné? Je crois. On l'a retrouvé. Bon. Bienvenue Franck. Alors donc comme je disais, vous accompagnez des associations de coopération internationale et de solidarité sur les objectifs de développement durable. On va peut-être un peu préciser ce que c'est que les ODD à la suite de ce que vient de dire Timothée. Concrètement, ça consiste en quoi? Parce qu'on voit les grands principes et on voit plus difficilement comment ça se concrétise. Qu'est-ce que ça implique? Et puis, de votre point de vue, on en a déjà un peu parlé, mais en quoi ça contribue à faire avancer les choses par rapport aux OMD qui étaient fixés précédemment? Alors, merci de me donner la parole. Désolé de ne pas être présent physiquement, ce qui crée des problématiques de connexion et autres. Mais je me sens quand même à la maison, à double titre, en tant qu'ancien de Sciences Po Bordeaux. J'ai soutenu ma thèse l'année dernière, c'était il n'y a pas si longtemps. Et puis en étant un réseau aussi régional en Nouvelle-Aquitaine pour la coopération et la solidarité internationale. Je vais rebondir directement sur votre question en reprenant les propos de Timothée, puis en les complétant. Effectivement, les ODD, c'est quelque chose qui a été très regardé par les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale dès le moment des négociations. C'est-à-dire que dès 2014-2015, on faisait déjà des événements à Bordeaux pour inscrire ce cadre de négociation un peu dans le débat public pour essayer de comprendre ce qui se passait. Pourquoi? Parce que dans notre trajectoire un peu historique, vous l'avez dit tout à l'heure, les ONG, les États, on s'était investis dans la question des OMD, des 8 objectifs millénaires pour le développement, qui n'ont pas connu le succès espéré, et les ODD apparaissaient de prime abord, comme un renouvellement, une reconduite en fait de ces OMD, avec simplement un élargissement à plusieurs autres objectifs, puisqu'on passait de 8 à 17. Donc la lecture première et peut-être un peu primaire à ce moment-là, c'était pour les acteurs plutôt issus du monde de la coopération internationale des ONG, c'était de dire on passe de 8 à 17 et le combat continue sur les questions de lutte contre la pauvreté, etc. En fait, comme il a été précisé précédemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2015 et on n'en a pas pris la mesure tout de suite. Tout d'abord, c'est que le passage aux ODD, c'était de dire déjà qu'on était dans des configurations multi-acteurs. C'est pas simplement le fait des États, le fait des ONG et le secteur, on va dire, de la coopération et de la solidarité internationale qui est saisi des questions de lutte contre la pauvreté, mais un ensemble d'acteurs, c'est-à-dire les universités, les acteurs de la formation, les établissements publics, les entreprises et ce qu'on appelle les consortiums ou les logiques multi-acteurs doivent présider à l'atteinte de ces 17 objectifs de développement durable. La deuxième chose, et c'est une sacrée révolution pour les acteurs de la coopération, ça a été précisé tout à l'heure, c'est que désormais, c'est pas simplement un agenda du Nord vis-à-vis du Sud, mais c'est un agenda commun, un agenda planétaire. Alors, ça vous paraît peut-être une évidence aujourd'hui au vu de la question notamment des enjeux climatiques qu'on pense à une échelle planétaire, mais au moment où on pense le passage des OMD aux ODD, on est très dans les clivages nord-sud. C'est avant tout une question de redistribution et de justice sociale à l'échelle de la planète. Et la première inquiétude, elle vient à ce moment-là dans les négociations internationales des pays du Sud, qui nous disent attention, si c'est désormais les enjeux, ils sont planétaires, on est tous d'accord là-dessus. L'assiette financière de l'aide au développement, si elle reste la même et qu'elle vient couvrir désormais non plus la dialectique nord-sud, mais un des enjeux planétaires, comment va-t-on atteindre ces 17 objectifs de développement durable? L'autre élément que ça change et que je trouve qui est un élément important, ce n'est pas simplement comment dire, des éléments de langage, c'est que ça vient réconcilier plusieurs trajectoires. Tout à l'heure, Timothée parlait de mouvement. Il faut voir que dans le monde de la coopération, dans ce qu'on appelle le monde de l'aide au développement, je vous l'ai dit, on était dans la trajectoire des OMD, mais il faut le dire, on parlait assez peu, par exemple, à d'autres secteurs
notamment les secteurs plutôt issus de l'environnement. Donc toute la trajectoire ce qu'on appelait dans nos collectivités des agendas 21, tout ce qui était les sommets de la Terre, etc., ça n'intéressait que peu ou prou ou de loin ce petit monde de la coopération internationale qui historiquement était ancré sur des questions de justice sociale, de lutte contre la pauvreté pris à l'échelle de la planète. Donc 2015 est aussi l'arrivée des ODD, c'est aussi une révolution parce que ça vient donner un même agenda à des gens qui jusque-là, les uns allaient discuter OMD et les autres allaient discuter COP 21 ou aujourd'hui COP 27. Là, ça met un même agenda et des instruments de dialogue. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire que concrètement, des réseaux comme SoCoopération peuvent désormais discuter avec des réseaux comme Graines. Graines, qui est un réseau multi-acteurs qui se saisit des questions environnementales à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un vrai instrument de dialogue pour nous, cet agenda des ODD à l'horizon 2030. Troisième élément, je pense, qui est important à retenir là-dessus, et qui est un élément de complexité majeur, c'est d'arriver avec la question du fait que ça a été un peu abordé tout à l'heure, mais que tout est lié. Et le tout est lié, c'est que si vous regardez un peu le pins qui est accroché, j'ai vu au pull de Timothée, vous verrez que les ODD sont représentés aujourd'hui de manière circulaire. Au début, on ne les a pas représentés comme ça. Au début, on les a représentés comme une tablette de chocolat. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait 17 ODD, et qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on fait tous, hein, on regarde nos politiques sectorielles, on regarde où est le tuyau de financement, et puis on dit, ah bah moi, tiens, c'est l'ODD 6, moi je travaille sur l'eau depuis 20 ans ou 30 ans, le nouvel agenda, c'est l'ODD, ODD 6, c'est mon ODD. Bam, et je branche le tuyau dessus, je fais de l'ODD 6. C'est un peu plus compliqué que ça. Quand on regarde la fabrique des ODD, les indicateurs qu'il y a derrière, les orientations, l'idée sous-jacente, c'est de lier chacun des ODD à tous les autres. C'est-à-dire que l'ODD 6, si je reprends celui-ci, doit se lier impérativement à des questions de genre, à des questions de sécurité alimentaire, à des questions de méthodologiques de dialogue multi-acteurs, c'est-à-dire l'ODD 17. Et donc, c'est pris dans une révolution un peu méthodologique du tout est lié, ce qui n'est pas une mince affaire lorsque on a l'habitude de travailler en silo. Donc, pour résumer, sans être trop long, moi aussi, les ODD introduisent tout ça. Évidemment, c'est presque une révolution copernicienne dans la façon dont on fait mouvement ensemble. Parce que la convergence des agendas, elle est extrêmement complexe. Moi, je me souviens très bien que dès 2015-2016, quand on se saisit de cet agenda-là et qu'on commence à aller dans le dialogue vers d'autres politiques publiques, vers d'autres instruments de politique publique, tout le monde est favorable aux ODD, hein, dans les dialogues, dans les premiers symboles, comment dire, le logo qui s'affiche partout. Après, concrètement, c'est un peu chacun reste chez soi. Pour vous donner un exemple très concret, le jour où on a commencé à avoir des financements, par exemple, de l'Agence française de développement en 2016-2017, qui affiche ODD partout, et on a dit, bah, avec ces financements-là, on va financer des acteurs de l'environnement en Nouvelle-Aquitaine qui travaillent eux aussi sur les ODD, on nous a dit, oulala, non, nous, ce qu'on fait historiquement, c'est de financer les acteurs sud. Financer des acteurs au nord pour parler des ODD, ça rentre pas dans l'instrument de nos politiques publiques, hein. Et donc, il y a une inertie, pour reprendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure, on est tous d'accord sur le fait que les ODD ont pris un certain retard dans leur mise en œuvre, mais parce qu'il y a aussi une inertie des instruments, des secteurs, des façons de faire, etc. Quand je faisais les premières formations aussi là-dessus, quand je parlais d'ODD, je me souviens même avoir été à la Crèce, avoir été dans des espaces comme ça, on me dit oui, ça c'est le truc onusien, ça. Ça c'est le truc qui a été discuté à New York. Nous, ça ne nous concerne pas. Enfin oui, si, ça nous concerne, mais c'est les agendas onusiens, ça. Et donc pour arriver à ce que ça pénètre plus profondément et en faire un agenda commun, il faut tout un travail de longue haleine et de convergence sectorielle là-dessus. Alors justement, vous avez votre rôle, c'est d'accompagner spécifiquement les structures sur les ODD. Concrètement, en quoi consiste votre accompagnement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets qui illustrent votre démarche d'accompagnement? Oui. Alors, par rapport à les grands éléments de changement que je viens de vous évoquer, l'idée c'est que à un niveau qui est le nôtre, c'est-à-dire d'un réseau régional, hein, c'est d'accompagner les acteurs pour les mettre ce qu'on appelle nous dans un incubateur, pour faire un accompagnement
techniques sur comment on aborde cette question des ODD lorsqu'on fait un projet. Parce que les acteurs, ils sont dans leur propre trajectoire. C'est-à-dire qu'on soit des acteurs très directement de quel que soit le secteur, hein, de l'eau, de l'environnement, des questions de biodiversité. Les gens sont dans leur trajectoire, ils cherchent à être soutenus par des politiques publiques pour faire leurs projets. Donc on va essayer en tout cas de les accompagner concrètement sur qu'est-ce que veut dire les ODD et qu'est-ce que ça change dans leur méthodologie d'action. Donc le fait d'arriver à se lier à d'autres secteurs et d'engager un autre dialogue, notamment multi-acteurs. Donc ça passe par des formations, de la mise en réseau, de l'identification des acteurs. On va les appuyer sur le financement autour de ça. Donc, on va essayer de faire en sorte que les financements qui sont déjà existants et qui sont déjà orientés puissent venir soutenir ces projets-là en particulier, qui font l'effort d'engager une réforme méthodologique dans leur façon de faire. Et c'est principalement à ça qu'on va s'attacher, à de la formation, à de l'accompagnement, à du financement de projets et évidemment à leur valorisation. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Donc, si je prends un exemple concret, c'est qu'on va essayer, j'ai un exemple en tête qui me vient, on va avoir un acteur comme Terre et Océan. Terre et Océan, acteur que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est plutôt sur des questions de biodiversité sur le littoral, autour de La Rochelle. Bon, ils sont sur la cartographie des fonds marins, donc a priori, ils sont sur une zone bien spécifique, avec un cœur de métier bien spécifique. L'idée, c'est de lier leur expertise avec une dimension internationale, c'est d'amener à des enjeux partagés entre les littoraux de la Nouvelle-Aquitaine et peut-être les littoraux en Indonésie ou au Bénin, là où ils pourraient aussi avoir une expertise à partager, non plus simplement dans une logique de coopération internationale nord-sud, c'est-à-dire dans une logique d'asymétrie, disons-le, mais vraiment dans une logique de OK, il y a une érosion du littoral, par exemple sur certains pays africains, il y a aussi une érosion du littoral chez nous, il y a des questions de biodiversité, comment on en discute et comment on se met autour d'une table là-dessus. Et concrètement, nous, on va les accompagner à ça, à cette dimension internationale. Ce qui va valoriser du coup aussi l'aspect partagé de ces enjeux-là à une échelle planétaire. J'en aurais d'autres à vous donner comme exemple, mais je ne veux pas être trop long. Ok, merci beaucoup. On y reviendra peut-être dans le débat. Alors effectivement, Franck, vous disiez que maintenant les ODD sont présentés comme sur le pins de Timothée, qui est le pins qui a été fait par ESS France, qui s'affirme comme porteur des objectifs de développement durable. On les présente aussi, on les présentait en tout cas avant sous cette forme-là plus linéaire. Mais donc, pour vous donner quelques exemples d'objectifs du développement durable, le premier, par exemple, c'est l'éradication de la pauvreté, le deuxième, la fin zéro. On a aussi les actions sur l'énergie propre à un coût abordable, le travail décent dont parlait tout à l'heure Timothée, la vie aquatique, la vie terrestre, les villes et les communautés durables, etc. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment à la fois la dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale, et l'idée du développement durable, c'est de lier ces différents enjeux-là. Et donc, Albine, vous êtes une actrice de l'économie sociale et solidaire. Vous dirigez le réseau national des garages et des loueurs solidaires, donc Agiles, dont je parlais tout à l'heure, qui aussi est basé à Bordeaux. Donc, vous êtes aussi une représentante de la Nouvelle-Aquitaine, même si c'est un réseau national. Vous fédérez 45 garages solidaires répartis sur toute la France. Et donc, vous agissez en fait sur plusieurs objectifs de développement durable, aussi bien sur l'insertion par l'activité économique que sur l'aspect mobilité durable, etc. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un garage solidaire, parce que je suis pas sûre que tout le monde le sache. Et puis, comment vous vous êtes emparé, vous, des ODD et comment vous travaillez sur ces sujets-là? Oui, je vais essayer de faire au mieux. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour les propos précédents, du coup, qui, je pense, sont très éclairants. Moi, du coup, je vais avoir plutôt une vision un peu terre à terre, enfin, du moins de terrain. Donc, voilà, ça sera peut-être un complément
intéressant. Donc, les garages et les loueurs solidaires, ce sont des structures de l'ESS, en très grande majorité des associations, qui vont proposer en fait des solutions de mobilité pour les personnes en difficulté qui ont besoin donc, de se déplacer pour accéder ou se maintenir dans l'emploi. Donc, ça va être la réparation, l'entretien, la location de véhicules, des voitures, mais pas que. Il y a aussi les 2 roues, les vélos assistance électrique, etc. Par ailleurs, ce sont en majorité des structures d'insertion par l'activité économique, donc avec une double finalité sociale, puisque les personnes qui vont réparer, entretenir, mettre à disposition ces véhicules sont des personnes en insertion. Donc, ils sont en parcours pendant 2 ans et ils sont formés donc, à ces métiers-là. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'ils trouvent une solution pérenne, une formation ou un emploi. Donc, voilà, les garages et les loueurs solidaires, c'est ça. Et ça s'est créé donc, depuis les années 80, mais avec un mouvement, on va dire, d'accélération dans les années 2000-2010, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus dépendant de la mobilité pour notre travail, avec un allongement de la distance domicile-travail, avec aussi une corrélation entre métiers précaires et besoin de mobilité, parce qu'on va habiter en zone périurbaine ou rurale parce que c'est moins cher, et on va travailler en horaire décalé, donc non compatible avec les transports en commun, en coupure, ou avec des déplacements, par exemple, on pense aux auxiliaires de vie, etc. Donc, il y avait vraiment cette corrélation où on était dépendant d'un moyen de locomotion individuelle, d'où la création des garages et loueurs solidaires. Et alors, du coup, donc, qu'est-ce que les ODD dans tout ça? Donc, si on était 6 ans en arrière, je vous dirais que c'est bien gentil, mais franchement, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de faire du social, c'est d'accompagner les personnes. Et l'écologie, on y croit, mais on verra plus tard. Bon, je schématise, mais grosso modo, c'était un petit peu l'esprit qui présidait à ça. Non pas que d'ailleurs on soit absolument pro-voiture ou autre. Pour nous, la voiture, c'était le véhicule, c'est vraiment un moyen dans la mobilité, même s'il y a forcément, on finit toujours par s'attacher au final aux joints de culasse et aux biellettes de direction, enfin non pas de direction, mais de suspension, enfin bref, parce qu'il y a ce côté-là quand même qui est sympathique. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'on verra plus tard pour l'écologie. Puis en plus, en fait, finalement, quand on y réfléchit, on fait aussi de l'écologie en quelque sorte, puisque au lieu d'acheter des SUV électriques, les personnes que l'on accompagne, on prolonge la vie de leur véhicule. Donc il y a une dimension quand même d'économie circulaire qui n'est pas négligée, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard. Cela dit, il y a quand même eu une prise de conscience, je pense, assez forte à l'occasion de la crise des gilets jaunes. D'ailleurs, dans les voitures qu'on loue, il y a un kit de sécurité avec un triangle rouge et des gilets. Et en fait, on s'est aperçu, quand on faisait des états des lieux, que souvent, il manquait le gilet jaune. Donc, on s'est aperçu que finalement, nos bénéficiaires, qui sont des personnes qui accèdent à l'emploi, enfin, qui sont en difficulté, faisaient partie de ces personnes-là qui se retrouvaient un peu coincées entre l'injonction à travailler et puis les enjeux effectivement environnementaux. Donc on s'est dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça, pour trouver des solutions. On sait bien qu'on ne peut pas continuer éternellement dans cette dynamique. Et donc, comment faire de la crise sociale, crise environnementale, une opportunité? Donc c'est là où on a commencé à se dire que finalement les mobilités qui sont plus sobres en énergie, elles sont aussi finalement moins coûteuses. C'est facile à dire, mais forcément, un vélo, ça coûte moins cher qu'une voiture à utiliser, à acheter, à entretenir. Néanmoins, c'est pas forcément la solution. On peut pas, sinon, ça ferait longtemps qu'on le ferait. Mais voilà, comment est-ce que, en fait, chacun peut faire un pas dans la direction pour aller vers plus de social et aller vers plus environnemental. Enfin, je pense qu'il y a certainement un chemin à faire entre les deux. D'autant qu'on est aussi poussé très fortement par les réglementations qui donnent à faible émission, donc qui viennent réduire en fait l'âge des voitures qui ont le droit d'entrer, de circuler dans les métropoles. Nous, on a fait une petite étude dans le parc, dans nos parcs de location, mais aussi le parc de nos bénéficiaires. Demain, il n'y en a plus aucun qui peut rentrer dans une métropole avec sa voiture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déjà baisser le coût d'utilisation pour nos adhérents, pour nos bénéficiaires, excusez-moi, parce que même si on est moins cher parce qu'on est des garages solidaires, il y a quand même un coût important. Et comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans les objectifs du développement durable? Nous, on est parti sur la stratégie nationale de la carbone qui vise
atteindre une neutralité carbone. Donc, je pense que je ne les connais pas tous par cœur, je le confesse, je ne connais pas tous les ODD par cœur, mais voilà, une anti-sèche. Donc effectivement, oui, voilà, ben, consommation et production durable, lutte contre les changements climatiques, hein, je pense qu'on est là-dedans. Et puis vous êtes aussi dans la lutte contre les inégalités absolument. sociales. Oui, voilà. On est, je sais Sur pas la combien on en coche, pas mal. Voilà. Et puis le 17 qui est sur la coopération avec d'autres acteurs. Absolument. Bon, vie aquatique, on n'a pas encore de pédalo solidaire, mais bon, on va y réfléchir. Pourquoi pas. Bon, bref, donc concrètement, comment on fait? Déjà, on met en avant ce qu'on fait, parce que voilà, réparer un véhicule, ça fait baisser sa consommation. Donc, je pense qu'il faut aussi lutter un peu contre les lobbies qui disent on va acheter des SUV électriques, des SUV hybrides, ça va miraculeusement sauver la planète. Et donc, voilà, dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est moins sexy peut-être, mais déjà, ça contribue en quelque sorte, dans une moindre mesure, à baisser les émissions. C'est aussi aller vers peut-être des véhicules un peu innovants. Donc là, c'est ce qu'on veut aussi mettre en avant. Donc, pourquoi pas développer ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. Donc, c'est tout ce qui est des vélos cargo, des véhicules sans permis, véhicules sans permis électrique, etc., qui sont plus légers, donc plus sobres en énergie. Mais bon, ça amène derrière quand même un changement de modèle économique très important pour nos structures qui sont basées sur le don de véhicules, la récupération de véhicules. Donc bon. Mais en tout cas, c'est une voie. Et puis, la technologie, c'est bien beau, mais il y a aussi les usages, donc on oublie trop souvent, puisqu'on se dit, voilà, le SUV électrique, vous avez compris que j'adorais les SUV électriques, va remplacer les petites citadines essence ou diesel. Eh bien, il y a aussi les usages, et donc c'est là où on retrouve la stratégie nationale bas carbone qui dit que pour atteindre la neutralité carbone dans les transports et dans la mobilité, il y a plein de leviers et il y a notamment le taux de remplissage des véhicules. Donc voilà, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être à 4 dans un véhicule thermique que tout seul dans son SUV électrique? Voilà, c'est bon, je l'ai coché. Eh bien, nous, on pense que si, et donc on veut aussi promouvoir, encourager, accompagner les personnes à partager leur véhicule dans le cadre de l'autopartage, dans le cadre du covoiturage. On met aussi en place du transport d'utilité sociale, donc c'est une sorte de transport collectif, mais en milieu rural, là où il n'y en a pas, donc ils sont opérés par les garages et loueurs solidaires. Et voilà très concrètement au quotidien comment on peut faire des actions qui vont contribuer, on l'espère, à plus de justice sociale et climatique, puisqu'on en est convaincu, on ne peut pas arriver à une justice sociale sans intégrer les éléments environnementaux, et on n'aura pas de transition environnementale si on n'a pas de justice sociale, si on laisse, désolé pour l'image, mais sur le bord de la route, les personnes en difficulté qui n'auront pas les moyens d'avoir une consommation, une vie moins carbonée et plus sobre en énergie. Voilà. Merci Albine. Alors Timothée, tout à l'heure tu faisais allusion à la ville de Séoul en Corée qui a connu un changement de majorité récent, mais avant ce changement de majorité, la ville de Séoul a produit un rapport justement sur ESS et ODD, comme quoi c'est une problématique mondiale et pas franco-française. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Pour le situer également, pourquoi c'est intéressant d'y regarder de plus près, c'est-à-dire c'est comment ces ODD, d'ailleurs il y avait un sujet qui a fait allusion, c'est-à-dire sur la territorialisation des ODD, c'est-à-dire au-delà voilà, de ce qui peut être décidé dans les assemblées new-yorkaises, on va dire, c'est comment ça atterrit effectivement très concrètement. Hein. Et donc Séoul avait mené effectivement une étude en 2017-2018 hein, sur ce sujet-là, pour essayer de faire avancer cette problématique, puisque l'idée, c'est aussi, en fait, les ODD, c'est un objet de traduction, hein, donc c'est ce qui a été évoqué aussi, mais aussi au niveau international, finalement, pour permettre de comparer et de dialoguer, surtout, entre les différents pays, les différentes institutions. Et donc, actuellement, et en lien avec le projet de résolution à l'ESS, pour la contribution de l'ESS, à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, il va y avoir des travaux très importants pour à la fois mesurer les impacts, voilà, c'est comment essayer de mesurer les avancées concrètes hein, de cela, outiller évidemment les acteurs, etc. Et donc, Séoul avait été assez précurseur là-dessus, donc c'était pour montrer effectivement un exemple hein, de ce à quoi ça pouvait ressembler de manière très concrète, mais là on l'a vu au niveau de l'ESS, on peut le voir aussi au niveau d'une ville hein, comme Séoul. Et dans son cas, alors c'était assez intéressant parce que clairement,
eux, le premier niveau, c'était que ça contribuait en particulier à la réduction de la pauvreté, des inégalités, à la création d'emplois et au travail décent. Donc on est clairement là dans le champ de ce qui touchait à l'Organisation internationale du travail notamment, pas que, il y a plusieurs ODD qui sont concernés, voilà, parce qu'en fait, ils ont développé, alors en fait, pour comprendre le contexte à Séoul, c'est qu'en fait, c'était un gouvernement local qui était historiquement, disons que la Corée du Sud avait des formes de gouvernement autoritaire jusqu'à la fin des années 80. Voilà, donc c'était ça le contexte. Et donc il y a des mouvements citoyens, beaucoup d'ONG autour des droits de l'homme notamment, ainsi que des coopératives qui se sont implantées notamment dans des quartiers populaires, qui ont mené un mouvement de transition démocratique en réalité, dont provenait en réalité le maire de Séoul, qui lui-même était avocat des droits de l'homme. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé, était porté de cette façon-là en réalité un peu plus tard, au début de l'année 2010, au pouvoir. Et donc, une fois au pouvoir, il a développé, lui-même était très engagé dans les entreprises sociales, etc. Donc, il a souhaité développer effectivement l'économie sociale et solidaire. C'est comme ça qu'il a créé le G7, le réseau dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y avait aussi cette volet de rayonnement international, mais il a aussi beaucoup développé au niveau de Séoul et puis en Corée du Sud, puisqu'en fait, Séoul, je crois, ça doit être un tiers de la Corée du Sud. Les deux sont très liés et en général, le maire de Séoul devient président de la Corée du Sud. Enfin bon, donc politiquement, c'est vraiment, ça pèse énormément. D'ailleurs, quand même des capacités législatives, ça on ne connaît pas en France, très jacobin, mais il peut y avoir des productions réglementaires, évidemment, enfin législatives même, à des niveaux de collectivité locale dans notre pays, et c'est notamment le cas à Séoul. Et donc, il avait développé beaucoup les entreprises sociales. Ils ont fait des mesures pour montrer effectivement que c'était beaucoup plus efficace. Et ils ont notamment relevé qu'effectivement, ça profitait beaucoup, en particulier évidemment aux personnes en situation de pauvreté, aux personnes aussi âgées ou en situation de handicap, parce qu'en fait, ça crée des services sociaux, en réalité, donc ça va créer de l'aide à domicile, des établissements, ça ne va pas être hors PA, si vous voulez, donc de l'ORPA, et vous avez l'ESS. Et donc là, ça crée des établissements, bon, voilà, donc ça peut créer ce genre de choses, ça peut créer évidemment de l'emploi, et particulièrement pour les femmes. Ça, c'est aussi un élément, l'un des éléments forts. On le retrouve d'ailleurs, par exemple, le prochain forum mondial de l'ESS aura lieu à Dakar, et ils font la moitié du forum mondial va tenir sur la question des jeunes et la question des femmes. Effectivement, là, il y a deux, en réalité, populations qui ont besoin de cadres d'action pour arriver à s'émanciper quelque part ou à construire le monde de demain. Voilà, il y a aussi ces enjeux-là derrière. Donc, dans le cas de Séoul, c'était particulièrement net. Les femmes correspondaient à 65% des effectifs. Donc, c'est voilà, pour donner quelques éléments là-dessus. Voilà, ça fournissait donc des services, donc je l'ai un peu évoqué, de soins, donc santé, protection de l'enfance, protection sociale, aide à domicile, ce que j'évoquais. Ça permettait effectivement de créer également des emplois à destination des groupes vulnérables. Et fait intéressant, ils avaient aussi développé un volet. Alors, nous avons maintenant le chargé de plaidoyer d'Enercop, on noyote toutes les SS maintenant avec le master, qui vient d'être recruté, c'est français. Mais donc, ils ont développé aussi des activités coopératives. On a aussi une représentante. Voilà, on a des stars ce soir, avec Fatima qui dirige la Confédération générale des SCOP. Mais effectivement, ils ont développé notamment des coopératives solaires pour développer l'énergie solaire. En fait. Donc toute la transition énergétique, notamment aussi dans le contexte post-Fukushima, donc anti-nucléaire, là, clairement affirmé. On comprend pourquoi. Donc l'idée, c'était de développer des coopératives énergétiques. Donc ils ont aussi poussé des transitions écologiques de manière très forte. Et dernier point, effectivement, c'est l'aspect aussi de gouvernance. C'est-à-dire qu'on relève aussi dans ce... Et ça, c'est l'idée de l'ESS, c'est-à-dire qu'au-delà des sur les transitions, impact social, impact écologique, etc., il y a cette idée aussi, j'évoquais l'émancipation, c'est-à-dire c'est la participation de l'ensemble des parties prenantes à la gouvernance. J'avais un débat ce matin pour l'ouverture du colloque avec Blanche Ségressin, donc c'est elle qui a inspiré les sociétés à mission. Donc c'est l'idée que les entreprises conventionnelles se dotent d'une mission au-delà de finalement faire du profit, c'est-à-dire elles ont une mission sociétale quelque part, etc. On avait un débat et moi je disais c'est bien la mission, c'est très important d'ailleurs, le l'ESS elle a plein de belles missions, on l'a vu encore avec les garages solidaires, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné il faut poser la question du partage de la valeur, bien sûr, mais aussi du partage de la gouvernance. Et donc ça, c'est un des points forts évidemment de l'économie sociale et solidaire qui a été totalement oublié des travaux autour de la société à mission, avec cette idée qu'effectivement on peut permettre à des groupes vulnérables qui n'ont jamais accès à l'espace public, qui d'ailleurs ne vont même pas voter en réalité,
Mais là, ils peuvent trouver un cadre d'action et un cadre finalement d'expression aussi dans ces organisations. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un point fort. Et puis, ils alertaient à la fin du rapport sur le risque de l'alternance politique. Voilà, pour la suite, ils avaient été assez avec un œil. Et juste pour terminer peut-être sur ces aspects, donc, vous voyez, bon, je citais l'exemple de Séoul, parce que je trouvais que c'était intéressant de voir un peu comment ça pouvait se passer ailleurs, comment ça pouvait se concrétiser, hein, au-delà des exemples, des initiatives qui étaient mentionnées sur les garages solidaires. Ouais, mais j'aimerais lui dire, c'est une bascule qu'on voit en France, par exemple. Hein, on a des gens là qui sont spécialistes d'activité territoriale et tout ici. Effectivement, on a cette question d'une bascule aussi. On a beaucoup parlé, vous savez, il y a des chercheurs qui ont parlé de la mythologie CAM, c'est-à-dire compétition, attractivité, excellence et métropolisation. Donc voilà comment on exclut finalement des territoires qui fabriquent du coup des gilets jaunes, hein, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Et vous aviez des métropoles effectivement qui étaient dans des logiques d'attractivité très fortes et de mise en concurrence. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'on a observé suite au Covid, suite à l'alternance politique bien sûr à Bordeaux, parce que c'était un des marqueurs importants, c'est-à-dire de lâcher, on va dire, magnétique Bordeaux, cette idée d'une ville hyper attractive, qui attire tout et n'importe quoi, quitte à faire gonfler d'ailleurs les prix, à fabriquer là aussi de l'exclusion, etc. Ça a eu des revers, hein, c'est des aspects positifs, puis des revers également. Et puis, il y a une bascule de la ville attractive à la ville de transition, finalement, ou du développement durable hein, qui s'opère, dans lequel, effectivement, on retrouve un développement local endogène, l'économie sociale et solidaire, etc. Et cette bascule, elle est très importante. Et d'ailleurs, moi, là, j'ai un rendez-vous dans quelques jours avec le directeur du CNER, donc le réseau, si vous voulez, des agences de développement économique local, c'est quelque chose qui est en train de bouger, hein, clairement, car on le voit dans les agences de DevEco maintenant, ils sont plus du tout, ou très peu désormais, enfin en tout cas il y a une bascule qui est en train de s'opérer sur ces logiques d'attractivité vers justement comment on attire plutôt de la transition, comment on fabrique de la transition au niveau local, comment chacun trouve sa place, etc. Donc il y a vraiment une bascule là qui s'opère de manière très importante. Nous on travaille sur la responsabilité territoriale des entreprises dans le cadre de HR, on a sorti un livre, c'est le thème aussi du mois de l'ESS cette année. C'est de ça dont on va parler, parce que les agents d'ELCO, a priori, voudraient s'en en parler. En tout cas, à Bordeaux, c'est clairement le cas, mais on va voir ailleurs. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une bascule qui s'opère à toutes les échelles. Voilà. Oui, en 2 ans, quoi. C'est ça qui est assez fou. C'est beaucoup lié à la prise de conscience, quand même, la prise de conscience. Alors, on va bientôt vous passer la parole, mais je vais juste laisser Albine nous parler un petit peu d'économie circulaire, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure. Effectivement, c'est un de vos domaines de réflexion actuellement. Donc, l'économie circulaire, ça correspond à l'ODD 12, qui est celui de la consommation et de la production responsable. L'économie circulaire, pour vous préciser un peu de quoi il s'agit, c'est cette économie qui vise à réutiliser, réemployer, recycler un maximum les objets et les matériaux plutôt que de les jeter ou de les détruire pour réduire l'exploitation des matières premières. Et donc, Albine, vous commencez à travailler sur cette notion-là appliquée au garage solidaire. Oui, tout à fait. Donc, je l'ai évoqué effectivement dans le fait d'entretenir aussi le parc de véhicules existants. On peut aussi faire appel à des pièces de réemploi, donc avec des centres, des casses auto hein, finalement. Mais en fait, il y a 2 choses qui sont intéressantes. Il y a effectivement ce côté approvisionnement et puis réflexion aussi sur l'avenir enfin, qu'est-ce qu'on va faire non pas de cet argent, mais du coup de ces véhicules-là, une fois qu'ils seront usés. Donc, c'est hyper important. Il y a des débouchés en termes d'emploi, parce que donc, on est aussi dans l'insertion par l'activité économique. On peut créer des nouveaux supports au démontage, à la dépollution, à la revalorisation et à la commercialisation aussi d'ailleurs de ces parties de véhicules. Mais aussi, ça nous amène à travailler en fait en filière. Et c'est là que c'est hyper intéressant aussi, je pense, dans tout ce qui a été dit auparavant, c'est qu'on est amené à travailler encore plus avec d'autres entreprises, d'autres associations, d'autres structures qui font des métiers différents des nôtres. Et donc, on est obligé de coopérer, échanger. Là, il y a une semaine avec le responsable d'un réseau de centres VHU, véhicules en usage, donc un centre de casse automobile. Et il nous disait que lui, il était intéressé pour travailler avec nous, non pas que les volumes de pièces qu'on lui amènerait ou qu'il nous fournirait seraient importants, mais que ça créait du lien et ça faisait sens dans une idée de filière où de plus en plus il y a une éco-conception des véhicules, donc de la création jusqu'à la revalorisation. Et donc au-delà des applications très concrètes, il y a aussi cette dimension de coopération donc, qui est, je pense, dans le cœur de l'ESS et qui fait que c'est une très belle perspective pour nous, je pense, de continuer dans cette voie. Au cœur du ESS et au cœur des ODD aussi. Tout à fait.
Alors, maintenant, la parole est à vous. Je crois qu'il y a des questions aussi en ligne, mais je vais laisser la priorité à la salle. Et donc, si vous pouvez vous présenter rapidement, puis vous poser D'accord, mais moi, j'ai pas vraiment de statut, du coup, je vais le faire dans les grandes lignes. Du coup, j'ai travaillé. Bonsoir à tous déjà et merci pour vos interventions. Moi, je viens pas de Nouvelle-Aquitaine, je viens de Bretagne. Ça va, c'est l'arc atlantique. C'est respectable. Dans l'Ouest, je me suis dit que je pouvais quand même venir ce soir. Du coup, moi, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le financement dans l'ESS, mais plutôt sur la partie financement. Et là, je travaille plutôt sur la finance durable, donc avec des acteurs moins ou plus ou moins ESS, en tout cas qui essayent d'y arriver. Donc, j'avais 2 questions pour vous ce soir. Je ne sais pas s'il y en a une qui est plutôt aussi terre à terre, parce que moi, je suis un peu comme vous, savoir un petit peu, quand vous parlez du coup du développement de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous avez des chiffres en termes de, sans être trop sectaire, mais c'est juste pour se représenter un petit peu l'emploi de l'ESS, par exemple, par rapport à l'emploi, on va dire, dans les entreprises classiques, et en termes de retombées économiques aussi. Et du coup, une deuxième question qui est un peu liée aussi à la première et qui est un peu plus large aussi sur l'avenir en fait et les frontières de l'ESS, parce que c'est une vraie question. Moi, je découvre depuis quelques mois tout ce qui est RSE, l'ESG, ni plus ni moins. Donc, c'est un terme très compliqué, mais en fait, quand on regarde dans le détail, ils sont en train d'essayer d'adapter l'ESS aux sociétés de gestion de portefeuille, aux entreprises classiques. Pour le coup, voilà, donc c'est discutable et je suis tout à fait ouverte là-dessus. Donc voilà, moi je m'interroge pour avoir travaillé dans l'ESS et avoir vu aussi, entre guillemets, les dérives de certaines structures. L'ESS, c'est aussi beaucoup d'employés qui sont très investis dans leur travail et qui parfois ont un peu du mal à avoir de la reconnaissance, parfois financière, faut le dire aussi. C'est aussi des coopératives qui sont parfois adossées à des structures privées aussi, quelque part. Donc en Bretagne, on en a un certain nombre. C'est pas du tout un reproche, c'est juste un constat. Et donc du coup, comment est-ce qu'on se situe avec ces nouvelles entreprises qui très clairement ne sont pas du tout dans une philosophie non lucrative, etc. Donc je pense à des structures très classiques qui sont là pour d'abord aussi avoir une rentabilité et qui maintenant en fait deviennent aussi doivent se soumettre à un certain nombre de réglementations, et l'ESG c'est vraiment l'environnement social et la gouvernance, donc on retrouve aussi toutes ces thématiques-là. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Comment nous, je m'intègre dans les acteurs de l'ESG, parce que c'est comme ces valeurs-là que je défends. Comment nous, on peut aussi récupérer, entre guillemets, notre place pour éviter que, par exemple, les cabinets de conseil aussi récupèrent le rôle que l'ESS, historiquement, a mis en place et aussi les retombées économiques, parce que l'ESS, c'est aussi le financement de toutes ces associations. On en parlait tout à l'heure, l'AFD, c'est aussi trouver des financements toujours pour accompagner, en fait, le développement de ces structures solidaires. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une question ouverte et je serais très intéressée d'avoir votre point de vue en fait là-dessus. On va prendre 2-3 questions qu'on répondra de manière complète. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur. Oui. Parlez fort parce que le micro il est là-bas. Bonsoir à tous, merci pour vos présentations. Moi, je m'appelle Thomas Sépin, je suis chercheur sur ces sujets-là. Alors moi si je ne suis pas de Sciences Po Bordeaux, je suis de Sciences Po Lyon, donc ça fait un peu plus. Mais ça, c'est ça. Je m'intéresse, j'ai 2 questions assez simples. La première, en fait, c'est sur des acteurs qui sont importants, qui sont aussi les entreprises classiques. Il y a un ODD 17 qui est important, c'est l'ODD sur la coopération entre les différents partenaires. Donc, j'avais un enjeu sur comment ça se passe, par exemple, au niveau des IRHEDS. Parce qu'on sait que c'est des structures de l'IAE et les structures de l'IAE ont parfois du mal aussi, et de l'ESS en général, à se faire reconnaître par les acteurs économiques traditionnels. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des coopérations que vous avez. Et puis j'ai une deuxième question pour M. Berger sur au niveau de la collectivité, comment vous envisagez aussi finalement votre rôle pour fédérer l'ensemble de ces acteurs très divers qu'il faut embarquer pour mettre en place ces dynamiques de transformation. Et du coup, est-ce que la collectivité simplement accompagne ou est-ce qu'elle doit être fer de lance et mettre en place les outils pour que les différents acteurs sur ces territoires
soient embarqués dans ces dynamiques de co-construction, de partenariat, etc. Ok. Est-ce qu'il y a... Allez-y. Oui, bonjour, je me présente Blandine Révan, je suis responsable de la mission au service social, comme quoi c'est possible d'avoir les deux combinés. Ma question, c'est point de vue collectivité, est-ce que vous avez des indicateurs qui changeraient un peu de, par exemple, je parle pas forcément de PIB, mais est-ce que vous arrivez à avoir de nouveaux indicateurs sur justement l'accomplissement de ces ODD, le bien-être, tout ce qui pourrait être engendré de manière non financière? Vous avez des rapports extra-financiers, en gros, mais de manière vraiment territoriale. Ok. Allez-y. J'ai une question, comment on passe, notamment quand on est acteur de l'ESS, de se dire, moi je contribue à réduire les inégalités ou à pouvoir proposer des supports d'insertion pour un travailler sans, à se dire, je contribue à l'ODD temps, à l'ODD temps. Enfin, comment cette bascule-là, elle s'effectue? Voilà, je serais preneuse d'exemples ou de retour d'expérience. Ok, alors je vais peut-être d'abord donner la parole à Franck. Je prendrai les questions à distance après, parce que sinon ça va faire beaucoup. Je vais peut-être donner d'abord la parole à Franck, parce qu'il peut peut-être répondre sur la coopération avec les entreprises classiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, vous? Et puis aussi sur comment on fait le lien entre une action concrète et puis un ODD. Oui, alors sur les entreprises dites classiques, hein, moi je ne suis pas un expert de la distinction des corps d'entreprise. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que dans la coopération internationale, de toute façon, dans les cercles multilatéraux, les entreprises sont invitées aux négociations parce qu'elles ont aussi une capacité de rayonnement et d'action bien plus importante parfois que les seules ONG. Donc il faut discuter avec ces entreprises-là et c'est ce qu'on fait au quotidien. Force est de constater que là où on va plus naturellement en termes de système de valeurs depuis assez longtemps, c'est plutôt les entreprises qui sont axées dans les questions de transition. Pour l'exemple néo-aquitain, assez rapidement, par exemple, on a pu travailler avec des grands groupes comme Valorem, qui sont sur des entreprises assez importantes sur le secteur de l'éolien, de la transition, etc. On a été sur des entreprises aussi qui sont sur le off-grid, dans le domaine de l'énergie, sur l'accès à l'énergie, mais avec une composante effectivement relative aux enjeux de transition. Donc on va sans, j'ai envie de dire, non sans difficulté vers des grands groupes. Non sans difficulté en termes de valeur, mais en termes d'effectivité sur le terrain, on est obligé de toute façon de dialoguer. Ce vieux schéma qui consiste à nous opposer les uns aux autres ne fait pas partie aussi de la logique des ODD. C'est plutôt d'asseoir la table de dialogue et de mettre en avant les contradictions qu'on peut avoir les uns et les autres et d'essayer d'avancer. Je pense que c'est très important de le souligner parce que tout à l'heure, on a mis en avant la question de la territorialisation des ODD, donc de la façon dont ça descendait. On a vu aussi comment les acteurs, dans leur appropriation, pouvaient aussi challenger les ODD. Je vous en donne qu'un seul exemple parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. Avant la crise du Covid, sur l'ODD 17, il y a des indicateurs, hein, tout à l'heure on parlait de mesures, hein, il y a des indicateurs sur la maîtrise de la dette nationale. Eh bien, la façon dont on maîtrisait la dette nationale avant le Covid et le dialogue qu'on pouvait avoir autour de ça, sur les questions d'investissement, etc., notamment dans les pays du Nord, n'était plus du tout le même après le Covid. Et surtout, le quoi qu'il en coûte à un niveau purement français. Donc là aussi, ça veut dire que les ODD, qui sont une somme aussi de mesures, d'indicateurs, d'impact, d'objectifs, d'injonctions parfois, qui sont un appel au dialogue, sont aussi parfois challengés dans les contextes historiques nord, sud, etc. Et donc sont parfois remis en cause, amendés, etc. Donc ça veut dire, pour moi, par rapport à la question des entreprises que vous posez, c'est que pour assurer la réalisation des ODD, il nous faut des corps intermédiaires, alors ça plaide pour la question des réseaux, mais aussi d'autres corps intermédiaires qui favorisent ce dialogue-là avec les différentes catégories d'acteurs. Et sur comment on raccroche une action concrète à un ODD, alors vous fonctionnez comment? Ça, c'est
grande question, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, et puis tout le monde le fait, hein, on le voit dans les présentations. On dit alors moi, je coche tel ODD, tel ODD. Bon, ça va, j'en coche 3 ou 4 sur 17, c'est à peu près bon. Euh, la difficulté qu'on a, et puis on travaille notamment sur des logiques d'observatoire, aussi sur la feuille de route hein, de la France, et notamment avec les indicateurs de l'INSEE, pour savoir effectivement comment les projets qu'on mène sont contributifs des ODD, mais dans leur ensemble. Un peu plutôt comme vous voyez, une sorte de toile d'araignée sur laquelle, évidemment, si vous travaillez sur un projet autour du secteur de l'eau, la toile d'araignée va plutôt aller vers l'ODD 6. Mais aussi, vous pouvez être contributif à des questions de genre, des questions, je vous disais, de biodiversité ou de sécurité alimentaire. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mesurer concrètement dans les projets qui sont menés, mais je vous avoue que c'est pas une mince affaire, parce qu'il n'existe pas de mesures à une échelle territoriale, c'est-à-dire à une échelle systématisée. On a des exemples, et à ce coopération notamment, mais d'autres réseaux vont pouvoir prendre une série de projets dont on va pouvoir prendre la mesure contributive aux ODD, mais la complexité de la mesure est telle derrière, et c'est souvent ce qui est mis en avant, hein, c'est-à-dire les ODD, on s'arrête au premier cran. Hein, si par exemple tout à l'heure vous avez cité l'ODD 17, il y a je ne sais pas combien d'indicateurs qui sont présents derrière et qui sont extrêmement complexes à mesurer. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a un gros enjeu sur cette question de la mesure, et à part prendre de manière significative des projets pour les monter en généralité et pour en faire des exemples à suivre, la question de la mesure est toujours pas résolue aujourd'hui. Merci. Albine, vous, sur la coopération avec les entreprises classiques ou avec d'autres acteurs de l'ESF, comment vous fonctionnez? Alors, effectivement, c'est une question qui est intéressante. Déjà, nous, on se met un peu des garde-fous et des chartes, c'est-à-dire que les garages solidaires ne sont pas ouverts à tous, ou alors s'ils le sont, avec une tarification différenciée, de manière à ne pas faire de concurrence dite déloyale par rapport aux garages classiques. Donc déjà, c'est des éléments, c'est des critères sur lesquels on n'est pas censé déroger et qui viennent cadrer l'action et qui, en général, suffisent à rassurer les garages traditionnels, puisque de toute façon, ils se rendent bien compte rapidement qu'on ne s'adresse pas au même public, puisque les gens qui s'adressent n'ont pas les moyens pour faire réparer le véhicule chez eux. Donc rapidement, si on met en place quand même un minimum de dialogue et puis des critères sur effectivement le public, en général, ça se passe bien. Au contraire, il y a pas mal de coopérations qui se font. Nous, on a un partenariat de longue date avec Noroto, parce qu'ils ont besoin d'un recrutement qui est assez important. Donc, en fait, on sert un peu de vivier de recrutement aussi, même pour ce secteur qui est particulièrement en tension, hein, qui est le métier de l'automobile. Donc, voilà, c'est un exemple de coopération. En général, ça se passe bien. Ok, merci beaucoup, Albine. Alors, Timothée, il y a pas mal de questions qui s'adressent à toi. Peut-être rapidement, sur le poids de l'ESS, je vais répondre rapidement. Alors, en France, en tout cas, l'ESS, c'est 6 à 7% du PIB, 10% de l'ensemble des emplois, 14% des emplois privés, si on prend que le secteur privé. Mais est-ce qu'il y a des chiffres sur la Nouvelle-Aquitaine? Ils sont légèrement supérieurs en Nouvelle-Aquitaine. Après, alors c'est intéressant parce que là, je suis en train de sortir un livre sur le sujet. Là, je l'ai validé hier soir et on m'a fait sortir la carte des régions parce que ça, à l'imprimante, ça passait pas. Mais donc voilà. Mais il trouve que j'avais la carte du coup, donc il faut juste que je le retrouve et je pourrais vous l'envoyer. Mais la Nouvelle-Aquitaine est très légèrement supérieure au niveau par rapport au poids national. Hein, donc, je crois que c'est 10,5% de l'emploi général, au niveau national, 14% de l'emploi privé. Pour la région de l'Aquitaine, je crois que c'est 11,5%, donc ils sont légèrement supérieurs, on va dire, à la moyenne nationale. Et puis après, si on descend à des niveaux territoriaux, en Bordeaux Métropole, c'est 14% de l'emploi privé. Évidemment, en général, l'emploi dans l'ESS est plus fort
dans les zones rurales ou les quartiers prioritaires ou les villes moyennes. Hein, voilà. Il y a des cartographies qui commencent à être dessinées là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont des territoires qui sont moins attractifs pour le marché, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on y trouve l'ESS. Nous en dit long sur le service social, évidemment, rendu par l'ESS, bien entendu. Hein, c'est ça que ça signifie. Hein, donc on vient de développement économique local et de cohésion sociale et territoriale. Donc voilà pour ce qui est du poids de l'ESS. Sur la question des ambivalences, enfin j'ai noté ambivalence, mais c'est-à-dire sur la question du travail. Oui. Non, mais d'abord, quand même. La concurrence avec les sociétés Avant ça, c'était la question du travail dans l'ESS. Je pense que c'est important de ne pas rester dans la question d'opposition. Moi, c'est juste une interrogation voilà, que je vous pose, parce qu'en fait, les frontières, parfois. Je vais revenir, mais je voulais répondre aussi sur la partie du travail, même si vous n'avez pas trop insisté, vous l'avez mentionné. C'est important, c'est-à-dire quelle est la qualité du travail dans l'ESS? Est-ce que c'est des emplois moins bien payés ou quoi? En fait, ça dépend des secteurs d'activité. En réalité, c'est alors évidemment, dans les scopes, on voit qu'il y a une thèse qui a été valorisée dans Alternatives économiques ces derniers jours qui montre qu'effectivement, les réductions, enfin, il y a des inégalités de salaire sont moins fortes, par exemple, dans les scopes. C'est quand même un indicateur, voilà. Ça, je veux dire, c'est étayé par les démographes d'entreprise, en fait, hein, donc c'est vraiment les stats, voilà. Donc ça, c'est très étayé, donc ça dit quand même quelque chose. Et ensuite, ça dépend, en réalité, les niveaux de salaire dépendent des secteurs d'activité. Si vous êtes employé de banque dans l'ESS ou employé d'une mutuelle, bah, c'est pas le même salaire qu'employé dans une petite asso qui est sous-financée, évidemment. Donc ça dépend en fait des secteurs d'activité. Ça dépend pas. Le statut finalement a peu de poids et à vrai dire, il est plutôt protecteur de ce point de vue, y compris des conditions de travail, etc. C'est-à-dire que là, quand on fait des études comparatives dans un même secteur d'activité entre catégories statut juridique, il y a un léger mieux dans l'ESS. Voilà, donc c'est plutôt protecteur. Après, est-ce que c'est suffisant? Non. Parce qu'en réalité, et le fond du problème d'ailleurs concernant les assos, hein, quand le travail est dégradé, quoi, c'est pas les assos le problème. Enfin, parfois, je veux dire, il peut y avoir un dirigeant qui est pathologique, bon, ça arrive, je veux dire, ça c'est toute organisation humaine, voilà, bon, à ses travers, bien sûr. Mais je veux dire, en réalité, le vrai sujet, c'est le financeur. Donc c'est la question des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils donnent les moyens de fonctionner ou pas? Voilà, c'est ça le sujet, je pense fondamental en réalité. Hein, je le dis parce que je prendrai des exemples dans le domaine social, les aides à domicile. Les aides à domicile, il y a beaucoup de femmes qui effectivement trouvent un emploi là, emploi mal payé, c'est 900 € en moyenne le salaire moyen, c'est 900 €, parce qu'en fait elles font des temps partiels. C'est des métiers qui cassent, hein, qui ne permettent pas toujours de progresser, etc. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute des assos? D'ailleurs, c'est pas que des assos. Est-ce que c'est leur faute? Non, en fait, il faut regarder peut-être du côté des tarifs qui sont fixés par l'État et les conseils départementaux, hein, et les conseils départementaux qui sont dépendants en réalité des financements d'État. Donc là, il y a un sujet qui est majeur, on va dire. C'est pour ça que j'insiste sur la question aussi du financement public, hein, sur ces sujets-là. Quand on rend des services d'intérêt général, hein, eh bien, on doit être financé pour cela et accompagné pour cela, et pas dégradé parce que c'est des emplois qui traditionnellement appartenaient à la sphère domestique. Donc, on ne les reconnaît pas. En fait, c'est ça, hein, dans l'aide à domicile. Donc, il y a différents, ça dépend vraiment des secteurs et vraiment du pôle financier. Il nous reste 5-10 minutes. Tu as la question sur les frontières de l'ESS. Tu les as notées. La métropole. Les indicateurs. Oui, sur les indicateurs au début. Yeah. Alors moi, je me permets, je rajoute les deux puisqu'elles vous concernent plutôt. Il y en a une qui est simple, hein, c'est Amélie qui nous demande est-ce qu'il y a d'autres exemples matures de coopération territoriale suite à l'expérience de Bordeaux, en France ou à l'international? Est-ce que vous l'avez dit un peu tout à l'heure, l'idée c'est de faire mouvement, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples? Et puis, Johanna, une de vos étudiantes, qui demande quels pourraient être les risques majeurs ou mineurs en 2031 au regard des applications finalement complexes mondiales des ODD. Vaste question pour relancer à la fin. On te laisse répondre. Bon. Du coup, sur la question des frontières, alors ça c'était un des débats aussi de ce matin, moi, alors, la question des coopératives, il y a aussi des fausses coopératives, c'est-à-dire qui effectivement sont créées par des organismes capitalistes, hein, pour prendre des CAE. Hein, j'ai l'exemple en tête, parce que c'est Laurent Guillaume qui m'avait signalé le cas de Jump Cop, créé effectivement par des. Voilà. Hein, donc il y a des cas comme ça, je pense que Fatima pourrait en parler mieux que moi et peut-être qu'elle pourra y revenir après. Mais effectivement, il peut y avoir des cas de fausses coopératives qui sont fondées en fait d'autres acteurs. Donc typiquement, donc là on crée une structure, mais qui en fait est un. Voilà, bon, donc là, c'est pas l'ESS. En réalité, ce n'est qu'une prolongation, c'est parce qu'on a un statut juridique que, voilà, donc là, ça veut dire qu'il faut le dénoncer, il faut sûrement mener des actions
Voilà. C'est comptabilisé dans les emplois. Oui, mais bon, je veux dire, après, Non, mais n'empêche que les statuts de l'ESS ont tendance à protéger quand même globalement, c'est-à-dire que ces phénomènes-là restent minoritaires. La définition Reste très de marginal. l'ESS dans la loi de 2014, elle est quand même très précise. Oui. Et il y a des garde-fous. Mais bon, quand on crée. Les frontières sont assez claires quand même. Oui, elles sont quand même globalement claires. Après, à la marge, il peut y avoir des cas. Il y a eu des cas en Italie, l'OIT les avait relevés notamment, ou des choses comme ça. Bon, il peut y avoir des cas. Il peut y avoir des cas ici ou là, mais je veux dire, ce sont des cas qui sont quand même extrêmement minoritaires dans le champ de l'ESS, on va dire, et qui évidemment, bon, quand on a une définition statistique qui repose sur des catégories juridiques, automatiquement, on se retrouve avec des choses diverses. Voilà, bon, je veux dire, on ne va pas juger c'est comme si on jugeait l'humanité à l'aune de ses pires membres. Enfin, je veux dire, donc l'ESS, on peut pas, voilà, je ne crois pas qu'on puisse la réduire à ça, mais évidemment, c'est un phénomène, et pour le coup, il y a un phénomène de régulation interne aussi au champ de l'ESS qui doit être opéré, y compris par les législateurs, pour mener des actions contre ça. Enfin, voilà. Après, sur la question de plus largement au-delà de ça, parce que ça, c'est un cas très spécifique et très rare en fait, mais les cas qui, par contre, se développent, nous, on travaille sur la responsabilité territoriale, c'est effectivement la question des processus de coopération qui sont propres, on va dire, qui sont très liés à l'ESS, qui ne sont pas exclusifs, bien sûr, mais qui sont très liés à l'ESS, comment elle peut travailler avec des entreprises privées, des acteurs publics, etc. Et cette question des coopérations, elle est évidemment complexe. D'où, évidemment, le réflexe dans l'ESS, c'est garde-fou, voilà, charte, machin, délibération, tout ça. Bon, donc on fait très attention, évidemment, jusqu'où on va. Hein, il y avait un reportage là, dans je sais plus quel truc à la télé l'autre jour sur ces sujets-là. Bon. Donc, je veux dire, il y a un sujet de fond, effectivement, sur jusqu'où on va dans la coopération, et quelque part, après, ça va dans la compromission, etc. Ça, c'est la part militante de l'ESS. Moi, ma conviction par rapport à ça, c'est que de toute façon, on n'a plus le temps. Donc, je veux dire, moi, s'il y a des acteurs qui sont sincèrement engagés, après, c'est sur quoi on mesure la sincérité de leur engagement. C'est-à-dire si effectivement, par exemple, OK, ils veulent financer une entreprise de l'ESS, pourquoi pas, mais peut-être que leurs collaborateurs peuvent se former par l'ESS à l'intelligence collective, à je ne sais pas quoi, enfin, vous voyez, qui va modifier leur fonctionnement même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ce processus-là. Moi, quand on me dit, mais l'entreprise privée contamine l'ESS, et moi je dis non, c'est à l'ESS de coloniser l'entreprise privée. Donc, et c'est ça qu'il faut arriver à organiser. Hein, c'est ça qui doit être notre ambition, c'est ça qu'exprime Jérôme Sadier, le président de l'ESS France, quand il dit qu'il faut que l'ESS soit la norme de l'économie de demain. Et je crois qu'aujourd'hui, moi je vous le dis, moi je suis sollicité aujourd'hui par des grands groupes. Donc j'hallucine à vrai dire. Donc je veux dire, c'est très nouveau. Maintenant, j'ai des grands groupes, des grandes multinationales, des GAFAM, etc., qui m'appellent et qui disent l'ESS, ça a l'air pas mal. Donc, vous voyez, donc là, évidemment, moi, ça me déçoit. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, mais ça dit quelque chose en tout cas, et je vous le dis pour un certain nombre, parce qu'ils ont des collaborateurs qui sont des gens sincères, qui en fait ont vraiment envie de se saisir du sujet. Là, je leur file du coup les prestats ESS. Voilà, donc je file systématiquement tous les prestats ESS. Bon, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, ils sont super contents. Ils ont fait du travail local et tout. Donc ils sont engagés, ils sont contents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une relocalisation des chaînes de valeur aussi. Donc, vous voyez, il y a des sujets comme ça. Donc moi, je pense que de toute façon, on n'a plus le temps de trier trop. Enfin, il faut trier, il faut des garde-fous, il faut tout ce qu'on veut. Mais enfin, il faut travailler ensemble. Voilà, moi, c'est ma conviction personnelle. Hein, là. Sur la question de la finance durable, juste en un mot, bon, ESG, Orpea, c'était champion de l'ESG, voilà. Donc, moi, j'ai fait un article dans l'Alter aussi là-dessus. Bon, moi, je pense qu'effectivement, il y a certains acteurs que je serais pour abolir, hein, pour être clair. Enfin, Orpea, pour moi, c'est la cible. Donc, ça ne veut pas dire que je suis contre tous les grands groupes, etc. Mais là, clairement, oui. Enfin, je veux dire, on est dans un système de capitalisme mafieux qui, en fait, s'occupe des personnes vulnérables. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, donc voilà, là, il y a des limites, quoi. Donc là, typiquement, je pense que la finance durable, elle a aussi ses limites. Voilà. Et il y a mais pour autant, elle entraîne un mouvement très important au niveau européen, la nomenclature de la finance durable, effectivement, qui oblige toutes les banques à réviser leur financement, et ça retombe sur les territoires. Ça, c'est évidemment positif. Maintenant, effectivement, il faut lui donner un volet social, il faut s'assurer que ça ne soit pas tout et n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est là que l'ESS aussi peut avoir un rôle majeur, me semble-t-il. Et la Commission, d'ailleurs, européenne, a inscrit dans son plan d'action l'idée qu'elle puisse soit finance sociale et durable. Voilà. Donc ça, avant que ça voie le jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être travaillé. Sur la question des coopérations, je citerai moi l'exemple, notamment des collectivités. Je citerai l'exemple de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, puisque il est aussi de gérer un peu la partie recherche pour l'association nationale. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a là des coopérations territoriales qui se font à l'initiative souvent, alors pas que des acteurs publics, ça peut être des acteurs associatifs aussi, à TD Clermont, mais ça peut être des acteurs publics qui définissent un problème public, le chômage de longue durée, et qui dit travaillons localement sur un quartier délimité à la résolution de ce problème, un quartier ou un ensemble territorial, hein, ça peut être plusieurs villages, enfin, ouais.
à la résolution de ce problème. Et donc, on implique l'ensemble des acteurs locaux, les acteurs sociaux, bien sûr, mais aussi les bailleurs sociaux, mais aussi les commerçants, les acteurs économiques divers et variés. Et on dit, on va travailler à ça. Et on crée finalement un processus de coopération avec de l'ingénierie qui, en l'occurrence, est mise en place par un acteur. Donc, en l'occurrence, c'est l'acteur public qui finance cette ingénierie, cette animation territoriale. Donc là, ça peut... D'ailleurs, j'ai le cas, j'ai une ancienne étudiante qui est ingénieur de projet, on va dire, de territoire zéro chômeur de longue durée. Et effectivement, ils montent un projet comme ça avec la création d'entreprises à but d'emploi. Donc, on a même une création d'une catégorie d'entreprises particulière qui doit prendre des statuts de l'économie sociale et solidaire. À Bordeaux, on va innover, ce sera un groupement d'employeurs. Donc, voilà. Donc, on a des entreprises comme ça qui se créent pour résoudre un problème à partir d'une coopération territoriale qui implique vraiment l'ensemble des acteurs locaux. Donc là, on a un bon exemple, effectivement. Alors, souvent, moi, je pense que les collectivités ne sont pas équipées pour forcément le prendre en régie directe, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il faut qu'elles passent par des agences d'innovation sociale, des agences comme ça, enfin ceux qui savent faire. Voilà, donc moi j'ai plutôt tendance à penser que ces co-constructions-là doivent s'opérer aussi avec des professionnels de la coopération, ça ne s'improvise pas totalement. Et j'ai presque fini, du coup, à répondre à tout. Les indicateurs de bien-être, je renvoie aux travaux de mon ami Éloi Laurent, c'est lui, mon ami. Du coup, j'ai interviewé, il m'écrit tout le temps. Et du coup, Éloi Laurent, qui a travaillé sur les indicateurs, et c'est pour ça que j'essaie de le placer. Et donc, Éloi Laurent qui travaille sur les indicateurs de bien-être, donc là, effectivement, avec des mesures, y compris préservation de l'environnement, bien-être subjectif éventuellement, taux de pauvreté, santé, espérance de vie, enfin, tout ce que vous voulez. Enfin, ils prennent une batterie, en fait, c'est une série d'indicateurs qui permet de construire, en fait, c'est pas un indicateur synthétique, c'est plus une batterie d'indicateurs qui permet de construire le bien-être. Une loi, d'ailleurs, la loi SAS, de 2015, qui n'est pas appliquée en réalité en France, mais qui existe, qui prévoyait à côté du PIB, en gros, qui est des indicateurs qui soient livrés chaque année. Bon, on voit que c'est moins mis en œuvre, mais la loi existe, elle se mérite là, même si elle a sa ligne propre, peu importe. Voilà, donc il existe ça, il y a des exemples de territorialisation de ces indicateurs. Il y a un article d'ailleurs de Florence Janicatrice sur le sujet, qui fait bien le point là-dessus. Il y avait la région Pas-de-Calais, par exemple, des Verts, qui avait monté ça, qui avait expérimenté des indicateurs de bien-être territorial. Ça existe dans d'autres endroits, voilà, donc on renvoie à ces travaux-là, pour voir de plus près. C'était quoi? Ah oui, coopération territoriale, est-ce qu'il y a d'autres exemples que nous? Bah, nous, on est les plus forts, donc déjà, on est très en avance. Mais au-delà de ça, pour vous donner un repère, en fait, moi, quand j'étais, parce que avant d'être conseiller Pierre-Emmanuel, j'ai été conseiller de Jean-Luc Glaise, donc président du conseil départemental. Voilà. Et j'avais poussé l'idée qu'il y ait une convention, parce que c'était prévu dans les lois, enfin je ne sais pas si les détails, mais c'était envisagé, on va dire, des besoins de contractualisation entre régions, en quelque sorte, pas chefs de file, pas chefs de file de l'ESS, mais ils sont quasi chefs de file de l'ESS. Et donc, ils pouvaient passer des conventions. J'avais poussé une convention département-région. Et cette convention a fait des petits. Donc, elle est allée dans les Landes. Donc, ils ont, dans 5 départements, je crois même que maintenant, ils ont réussi à faire en sorte que ce ne soit pas évident que les départements de même couleur politique qui le fassent, mais c'est diffusé à l'ensemble des départements. Donc, ça, vous voyez, c'est un exemple, effectivement, de cette diffusion. Là, je le situe là, mais je sais que ça se passe également ailleurs. Et le risque en 2031, à la vitesse où la canicule, où le réchauffement climatique s'accélère, évidemment. Voilà, voilà. Mais bon, le risque principal, en réalité, vous avez. Là, je reprendrai mon nouvel ami aussi, Gaël Giraud. Je dis ça parce qu'on m'a fait venir Gaël Giraud l'autre jour à Bordeaux. Et Gaël Giraud, je pense qu'il a raison. Il disait, au fond, aujourd'hui, il y a un grand combat, c'est-à-dire il y a un risque de tribalisation. Donc, ça, c'est le côté fragmentation des collectifs, une sorte d'effondrement qui fait que il y a une fragmentation, des risques communautaires, etc. Enfin, tout ce que vous voulez là-dessus, des risques mafieux et tout ça. Bon, voilà, ça, c'est la tribalisation. Et un risque de régime autoritaire. On l'a vu d'ailleurs, le Brésil là n'est pas passé loin d'y rester encore un peu, mais on va voir exactement. Mais en tout cas, voyez, donc ce risque autoritaire, je pense que c'est ça, c'est-à-dire une réaction en réalité des pulsions négatives, pour reprendre Freud, c'est-à-dire qui viendrait finalement surdéterminer les orientations de nos sociétés face finalement à l'urgence climatique et à tous ces défis. Voilà, c'est une forme de repli autoritaire de diverses manières. Bon, je crois que c'est ça le principal risque, et donc c'est pour ça qu'il est important de faire vivre finalement des expérimentations et des récits alternatifs. Et je crois que l'ESS, de ce point de vue, peut constituer à la fois un ressort, un cadre d'action et un horizon. Voilà. Je ne sais pas si Franck voulait ajouter quelque chose peut-être sur les risques, mais rapidement. Le mot de la fin. Très rapidement, c'est effectivement sur les risques, c'est le pas de temps
il y a quand même une sorte, et ça a bien été résumé dans toutes nos interventions et les questions qui ont été posées, il y a une sorte d'injonction paradoxale au fait que les ODD, c'est un cycle de 15 ans, c'est jusqu'à 2030. Le temps qu'il y ait une prise de conscience, qu'on fasse converger les agendas, les secteurs, les acteurs, qu'on se raccole à des feuilles de route existantes ou qui sont mises en place, parce qu'on parle d'ODD, mais on parle de la feuille de route de la région Nouvelle-Aquitaine qui va être Néoterra. Donc le temps qu'on rentre dans des systèmes, des écosystèmes complexes, que des corps intermédiaires aussi mettent des gens autour de la table dans le dialogue, etc., ben on est frappé de plein fouet par quelque chose qui n'était pas présent jusqu'à présent dans les autres agendas sur les cycles d'avant, c'est l'urgence en fait. Et moi, je suis frappé par ça au quotidien, c'est de dire cet écosystème à mettre en place, il est tellement complexe et cette convergence, sa mesure à travers des indicateurs est tellement complexe par rapport à l'urgence de la situation qui est amenée par l'agenda aussi de la question du réchauffement climatique, qu'on se retrouve finalement sous une forme de pression parce qu'on a besoin de ce temps de dialogue avec, on le disait là, avec le secteur de l'Excess, des grands groupes, enfin, toutes les dimensions multi-acteurs. Et ce temps-là, malheureusement, on ne l'a pas ou on ne l'a plus. Donc, il va falloir trouver des nouvelles formes aussi de coopération, certainement plus rapides, pour répondre aux enjeux. Merci beaucoup Franck, merci à ceux qui étaient avec nous en ligne, merci à tous qui êtes présents ici. Et pour les présents, on va pouvoir continuer un peu la discussion autour d'un petit verre d'amitié qui nous attend en haut. Voilà, donc vous êtes tous conviés. Merci à tous et bonne soirée. Merci.